commencer, si tu vous permets, avec Madame Borrello, parce qu'au fond, comment vous vous êtes décidé tout d'un coup, après l'Élysée, si j'ose dire, pas comme présidente, mais tout de même, à aller investir à nouveau dans la terre et à vous investir dans ce sujet? C'est une tradition familiale? C'est une passion personnelle? Pourquoi et comment? C'est la continuité d'un parcours, mais c'est surtout porter la conviction que l'agriculture est un secteur stratégique majeur. On est la première puissance agricole au monde avec l'Europe. Et pour autant, on ne projetait pas, quand j'étais dans ces fonctions-là, d'imaginaire, de rôle modèle à succès, alors qu'on va avoir 160 000 fermes à reprendre dans les 3 à 5 ans, et que les terres agricoles représentent la moitié de la surface de notre pays. Donc on ne fera pas la CSRD, on ne fera pas la neutralité carbone sans s'intéresser au scope 3 des entreprises, que ce soit pour se nourrir, se vêtir, se maquiller, faire des énergies vertes, aller dans le bâtiment. Et donc je suis convaincue que je suis aujourd'hui sur un secteur majeur et qu'il faut innover, et que innover, ça se fera aussi par des modèles de rupture, et c'était passé pour moi des paroles aux actes, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, vous étiez une des inspiratrices de la décision et de la volonté du président de la République exprimée de relancer l'Europe, et la France en particulier, vers une souveraineté agroalimentaire sur ce sujet. Mais vous l'avez traduit dans les actes ensuite en quittant l'Élysée. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'Hectare, qui est une association, un think tank? Expliquez-nous, et qu'est-ce que vous faites? Effectivement, Hectare, c'est une association et une ferme pilote. Et j'ai souhaité passer des paroles aux actes parce que je crois qu'il y en a besoin des leviers, du plaidoyer et d'agir sur une harmonisation, on l'a vu, environnementale tout à l'heure, sociale, j'y reviendrai, sur le coût du travail. Mais on peut aussi tous agir en tant qu'entreprise ou association à impact, et c'est ce que j'ai voulu faire. Et j'ai voulu le faire sur une ferme parce que j'ai l'humilité de dire que le papier ne refuse pas l'encre, que les slides qu'on voit aujourd'hui, elles sont toutes réelles, mais que quand vous êtes botte aux pieds à la tête d'un élevage ou d'une exploitation, vous vous rappelez qu'en fait, moi, 2050, si je change de casquette et que je me mets dans mes bottes d'agricultrice, je sème une fois par an et j'ai plus que 23 essais pour vous faire un blé neutre en carbone qui reste un marché coté sur lequel je remets en jeu une fois par an l'intégralité de mes pratiques et de mon PNL. Et ça, je dois vous dire que le cycle du vivant, de l'éprouver avec des équipes au quotidien, ça vous permet aussi d'être un peu plus challengé que sur des modèles qu'on a l'habitude de faire tourner dans ces salles, et c'est très important. Mais ça, c'est la corde de rappel de la réalité qui m'est essentielle aujourd'hui. Vous êtes très conceptuel, mais moi j'ai envie de voir ce que fait concrètement Hectare sur ces 600 hectares. C'est quoi les expériences que vous tentez là? On en tente 3. Pour concrètement, j'ai 2 grandes convictions sur le modèle céréalier classique. Sur 13 millions d'hectares en France, la moitié c'est des céréales. Aujourd'hui, je ne sais plus installer personne sur 250 hectares. Donc sous-traitance, agrandissement des fermes, consolidation des actifs, on va tester de la robotique. Est-ce que demain, on va trouver dans notre pays des tractoristes, ou est-ce qu'on sera sur des robots autonomes? Donc on teste des technologies sur ces fermes. On va peut-être demain être dans des offres de services, de délégation de travaux, c'est déjà le cas. Et de l'autre côté, j'ai un élevage et je fais du bleuet pour une grande marque de cosmétiques. Et là, j'emploie des salariés, mais je dois juste être au standard des employés de mon territoire. Mes employés dans les Yvelines, à 35 km de Paris, ils ont le choix de venir travailler sur ma ferme, mais on est aussi en tension d'emploi sur le supermarché du coin, sur l'entrepôt. Amazon, qu'est-ce que j'offre pour qu'un salarié vienne travailler dans une ferme en France? Et quand je rajoute du coût du travail, et c'est ça, moi, mon intérêt, et que j'essaye d'emmener des gens qui ne viennent pas de ce secteur, parce que les salariés que j'ai, il y a 15 jours, j'ai un ambulancier qui a commencé à 58 ans sur notre élevage. Ben, je peux vous dire qu'en 15 jours, il est autonome parce qu'on a mis en place des process, du lean management, de la tech pour l'accompagner. Il n'y a aucune limite pour venir travailler dans notre secteur, mais c'est à moi, employeur de mon territoire, d'offrir ces conditions de travail. Je résume en 3 mots avant de passer la parole à Stéphane Layani, les 3 enjeux, puis après vous les compléterez ou vous me démentirez si je me trompe, mais que vous m'avez formulé au téléphone quand on a préparé. Vous m'avez dit qu'il y a 3 choses fondamentales en ce moment pour que l'agriculture redevienne souveraine. La première, c'est qu'il y a enfin des gens qui veuillent reprendre les 150 000, 120 000 exploitations qui vont être en renouvellement de génération bientôt. La deuxième, c'est que j'ai la capacité de produire des choses qui leur rapportent de l'argent, qui soient profitables. Donc et vous avez cité toute une série de produits qui ne sont pas que la nourriture tout à l'heure. Et puis la troisième, c'est qu'en plus de ça, on puisse recruter, embarquer, y compris des gens non formés. Alors à quelles conditions? Ça va être la question sur autre. Mais je me tourne vers Stéphane Layani. Rappelle quand même du poids du gros dispositif de distribution qu'est Rungis. Et ensuite, du coup, des problèmes que vous avez, vous, pour intégrer aujourd'hui
les critères RSE, GSE dans Thierry, j'aime pas tellement parce que à chaque fois, tu me dis ça. La réalité est énorme. Rungis, c'est plus grand que Monaco. Ça représente aujourd'hui 12 milliards de chiffre d'affaires et 3 produits sur 4 que vous mangez, 3 produits frais que vous mangez au restaurant, chez vous, à la cantine, à la crèche, ça passe par le stock de produits frais est à Rungis. Et d'ailleurs, quand la coordination rurale voulait bloquer Rungis, pourquoi ça a été une ligne rouge? C'est qu'on peut affamer très vite l'île de France en 3 jours en bloquant Rungis. Donc moi j'ai une horreur des blocages. Bon, mais si je pose la question, si je vous pose la question, Stéphane, c'est parce qu'on peut mesurer que la distance qu'il pourrait y avoir entre votre mécanisation, industrialisation et en même temps votre obsession de l'écologie. Qu'est-ce que vous pensez des initiatives du type d'Audrey Borloo? D'abord, moi je veux dire que Rungis est très engagé sur la transition écologique depuis que j'ai pris les rênes de Rungis. On a lancé en 2016 le pavillon bio. Ça fait des années qu'on a 3 piliers de préservation des ressources, de prêter attention à nos ouvriers, à nos transpalettes et nos caristes, etc., etc. Mais Audrey, ce qui m'intéresse chez Audrey, c'est que quand on fait l'empreinte carbone de Rungis, tenez-vous bien, 86% de l'empreinte carbone, c'est les agriculteurs qui la produisent. En réalité, je peux faire tout ce que je veux à Rungis, je mets des panneaux photovoltaïques, j'oblige... Malgré les camions d'avoir des camions propres, je refais une gare pour le Perpignan-Rungis, etc. Tout ça, c'est du pipi de chat. L'empreinte carbone, c'est ce que vous mangez. C'est l'amont. C'est l'amont. Et le pire là-dedans, alors hier... à cause des technos de l'écologie, parce que j'ai jamais vu plus techno que l'écologie. Excuse-moi, tout à l'heure tu as été excellente, mais enfin, vous adorez ça. C'est un truc qui est fait pour les consultants. Merci les Américains qui nous ont inventé CSRD, parce que la réalité, c'est qu'après, il faut des batteries de mecs qui moulinent de la statistique. Et de nana d'ailleurs, excusez-moi, la parité c'est très important. Et donc, pour revenir à mon sujet, quand vous rentrez dans le détail, l'essentiel de l'empreinte carbone du marché, c'est des produits agricoles. C'est d'abord de l'élevage, parce que comme tous les algorithmes qui sont produits ont un biais philosophique et idéologique, c'est la viande qu'on attaque. Ensuite, le poisson, curieusement, alors ça c'est un truc incroyable, c'est que l'empreinte carbone du poisson, c'est que 17%, alors qu'il faut des bateaux pour aller chercher des thons, du saumon, toutes sortes de... racler la mer en Normandie pour avoir des sols, c'est que 17%. Et les fruits et légumes, il y a beaucoup d'empreintes carbone. Et donc, clairement... Et le fromage, donc, valorisons l'amont, valorisons le... Voilà. Et donc, nous... Et les recherches qui sont faites dans le domaine. On travaille énormément sur le marché, sur l'infrastructure. Mais quand je vois des initiatives extraordinaires comme celle d'Audrey, je suis médusé, épaté. Et donc, c'est pour ça que nous, on essaye de financer des initiatives d'agroécologie, de conservation des sols, de limitation de l'empreinte carbone, etc. Parce qu'on est de compensation carbone sur les élevages, parce qu'on est vraiment persuadé que si on ne fait pas ce travail, eh bien, à un moment donné, on va avoir un divorce entre les citoyens, les citadins et les agriculteurs. Et donc, c'est très important de recréer du lien. Les citadins ne savent pas du tout. Et pourquoi le Salon de l'agriculture a du succès? C'est parce que les gens ne connaissent plus les fermes, ils ne connaissent plus le terrain, où ils voient les campagnes, ils vont dans le Perche, ils adorent le Perche. C'est la grande mode. Qui a une maison dans le Perche ici? Vous en avez tous? Voilà, bravo, vous êtes in the mood. Et donc, faites attention, les modes, on élimine. Et donc, clairement, nous, à Rungis, on s'est dit, on veut avoir une image la plus verte possible,
Et on peut le faire parce que nous avons des bonnes pratiques, on a plus de 200 bio. Bon, mais, pardon, je me tourne vers elle. Vas-y. Vers Audrey. Comment on promeut une agriculture régénératrice dès lors que la charge est lourde, hein, elle vient de chez vous, Stéphane l'a très bien souligné, et puis il y a des enjeux que vous nous avez rappelés, qui sont, faut convaincre les nouvelles générations, ils veulent faire différemment, or pourtant on aura toujours besoin de céréales et de lait et de viande. Bon, donc comment on fait aujourd'hui? Comment vous essayez de résoudre concrètement cette question? On a fait une étude sur la ferme céréalière type française, parce que non pas que je ne veux pas parler de maraîchage, on pourra y revenir, mais c'est quand même la moitié de notre surface, et le reste, il y a 11 millions de prairies qui sont des puits naturels de stockage. Sur la ferme céréalière type, qui est plutôt orientée sur des marchés export aujourd'hui, le coût de transition pour arriver vers une ferme dans la trajectoire SBTI et neutre en carbone, c'est entre 100 et 150 euros l'hectare à investir. Aujourd'hui, on a des groupes coopératifs qui viennent d'annoncer des contrats de transition avec une capacité d'augmenter sur l'aval de la chaîne de valeur de quelques centimes un kilo de farine. Et donc, c'est finançable. Je veux dire, il faut voir le scope 3 comme un investissement. Parce que, de la même manière que j'ai fait ce modèle-là, je l'ai fait aussi sur des produits non nourriciers. Et je vais être très très claire, les chaînes de valeur non nourricières, biocarburants, énergie verte, cosmétiques, ont beaucoup plus de moyens et d'élasticité de passer la transition. Elles sont beaucoup plus rentables. On va avoir un sujet politique, c'est la combinaison des produits nourriciers et non nourriciers. Il y a un excellent rapport qui montre qu'on a besoin de mobiliser 2 fois plus nos terres pour des usages à des fins non alimentaires et que tout ça va être une question d'équilibre. Moi, je ne les oppose pas parce que je pense qu'on a des solutions, on a une maturité agronomique, on peut combiner les deux. Mais il va falloir investir dans les pratiques. Donc, on a un moment de technicité dans nos champs sans précédent. Non, mais, vous m'avez donné un exemple. Vous m'avez dit nourricier contre la méthanisation. Beaucoup d'agriculteurs se mettent à la méthanisation et vous venez de nous dire faire du gaz, c'est rentable. À l'inverse, vous vouliez investir pour replanter des pommiers. Et puis vous m'avez dit, mais en Pologne, ils sont tellement moins chers et ils ont replanté depuis 10 ans. On laisse les Polonais faire et moi j'investis plus dans les pommiers. Enfin, c'est fou cet exemple. On a la moitié à peu près de nos fruits qui sont importés. Effectivement, le bassin, et je pense que tu rejoindras, on est très déficitaire même en Île-de-France. On a un bassin de consommation, on est très déficitaire sur l'arboriculture, stratégie d'adaptation climatique. Je suis là à peu près tous les distributeurs. Je leur ai dit, allons, on y va, on remet un verger en Île-de-France. Coût du travail. Déjà, personne à 5 ans est capable de me dire la variété de pommes qu'on va manger parce que ça change en tendance consommateur. Sauf que moi, l'investissement, il est maintenant pour des fruits dans 5 ans. Les acheteurs de chez Leclerc et tout ça, ils ne peuvent pas vous Distribution, dire... c'est vachement dur. Et eux, ils me disent, mais attends, Pologne, 5 € l'heure du coût du travail. Si moi, je rapporte ça soit à du temps barème social France, soit à des surinvestissements de robotique qui demandent un changement de paysage, parce que si je mets un robot, en plus, je ne respecte plus les enjeux paysagers, parce qu'il y a aussi des paysages de transition, densité de plantation, etc., je ne peux pas faire aujourd'hui. Donc, il y a des vrais sujets de dérisking, c'est-à-dire comment moi, si je veux faire cet investissement, et je ne demande pas d'aide, je suis une chef d'entreprise, c'est ma responsabilité de prendre ce risque-là. Comment j'ai un acteur de l'aval de la chaîne de valeur qui est prêt à s'engager avec moi sur une contractualisation longue. Moi, je veux bien investir sur 17 ans, mais qui me sécurise un changement de pratique, capacité à trouver des salariés avec une harmonisation sociale du coût du travail qui n'est pas la même. Oui, c'est très concret. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, il n'y a pas des agriculteurs qui n'ont pas envie d'agir. Mais ce sont des chefs d'entreprise qui iront là où la valeur est créée et là où ils auront une capacité de repérer leur ferme. Alors comment vous les aidez? Parce que Rungis investit pour soutenir ce type d'initiative et pour essayer de pousser les expériences. Donnez-nous des exemples, Stéphane. Non mais d'abord, moi je trouve qu'Audrey a pris un très bon exemple, qui est le problème des fruits et légumes. Le problème des fruits et légumes, c'est que... Ça veut dire que le nourricier français va se casser la gueule alors? Non, mais... il faudrait que les agriculteurs se remettent en cause un petit peu et écoutent mieux le consommateur. Et le consommateur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des fruits et légumes de préférence pas chers, toute l'année, bio. Et il aime également les pommes, mais aussi les clémentines, les bananes et les mangues. Et donc ça, c'est la réalité du sujet. En Île-de-France, non? Et donc, clairement, mais c'est pour ça que je dis ça. Et clairement, nous, on est en train, on a uniquement une trentaine de % de fruits et légumes importés sur les productions concurrentielles. Mais clairement, si on veut changer la donne, il faut produire. Et il faut produire des choses qui intéressent les gens. Je vous donne qu'un exemple. Nous avions 400 000 tonnes
en l'an 2000 de fruits à noyaux, c'est-à-dire pêche, nectarines, abricots, prunes. On n'en a plus que 200 000 tonnes. On va les importer. Les gens, ils continuent à manger, ils n'arrêtent pas de 200 000 Françaises n'ont pas voilà. disparu. Donc il y a une question de production. C'est quelque chose qui est très important à mettre en balance. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a décidé de faire, et je trouve que c'est vraiment un projet exemplaire en Île-de-France, un deuxième marché dans le nord de Paris, qui sera totalement agroécologique, de la fourche à la fourchette, où on va produire ces productions à 150 km de Paris, on va les échanger grâce à une agora des producteurs et on va les transformer sur place de façon à ce que les cantines scolaires, puisque nous avons des objectifs dans la loi Egalim de produits sourcés de qualité et bio, eh bien, ils les trouveront. Donc, il y a vraiment un problème de filière, c'est-à-dire que la filière doit écouter les consommateurs et pas uniquement la grande distribution. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça et qu'est-ce que vous dites au sein même de vos filières? Il faut passer, effectivement, l'agriculture s'est construite en histoire de ce qu'on appelle des flux poussés. On produisait, puis on disait le marché va prendre, à une logique de construire des chaînes de valeur. Et donc cette contractualisation longue entre un distributeur, quelqu'un sur la logistique et l'agriculteur, elle doit être recomposée. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de limite technique pour le faire. On a une limite de passer les coûts d'investissement. On ne le fera pas seul sur l'amont agricole. Donc ça veut dire quelle est la propension à payer quand même du consommateur à la fin pour du produit à valeur ajoutée sociale, environnementale, made in France. Donc ça, c'est la question de l'élasticité prix. Nous ne mangeons pas le juste coût de production de notre alimentation en France, c'est très clair. Et dans des contextes avec 3,5 millions de Français en précarité alimentaire et une inflation, ce n'est pas un discours facile à porter. Mais il va falloir se poser la question de société, du juste coût de notre alimentation et de la part de notre budget alloué à ça. La très bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de limite de pratique. Je voulais le dire aussi ce matin, on a des moyens aussi de mettre des premiums prix par rapport aux enjeux de la CSRD. Nous, on teste en ce moment chez Hectare, parce qu'effectivement, on a une ferme, on fait des programmes d'accompagnement et on teste de l'innovation. Je vous ai parlé des innovations de rupture comme la robotique, mais là, on teste des outils de mesure de la biodiversité. Tout à l'heure, WWF a parlé d'obligation de résultat. On teste 3 technologies. On est capable de quantifier la biodiversité de manière peu coûteuse pour les agriculteurs et on saura rendre compte de nos pratiques facilement. Sur le carbone, c'est déjà mature. Mais moi, j'ai vu l'évolution en moins de 3 ans. Avec Hectare, on a à peu près screené plus de 2000 startups dans le monde. Et là, on en essaye. Je vous donne 3 exemples parce que je trouve qu'ils sont symboliques. On essaye des boîtiers de bioacoustique, c'est-à-dire qu'on fixe sur nos arbres, sur notre ferme, des petits boîtiers qui enregistrent le son des oiseaux. Et avec un algorithme, on est capable de vous donner et de quantifier la variété des oiseaux présents. On teste de la biodiversité dans le sol, comme le test PCR que vous avez tristement eu pendant le Covid. On est capable de mesurer l'ADN des sols. Donc les technologies sont matures et on va être capable de rendre compte de nos bons résultats. Et ça a une valeur dans l'économie, de pouvoir valoriser ces externalités positives. Et alors, pardon, excusez-moi, les fermes que vous poussez aujourd'hui, parlez-nous de votre projet d'agroécologie. En fait, ça c'est vrai. On pense que globalement, si on veut changer la donne, il faut la changer sur le terrain. Et donc on choisit chaque année une dizaine de projets agroécologiques de façon à ce que la production mute et qu'on ait des modèles. Alors là, actuellement, on a par exemple Agoterra qui a des fermes, qui a un élevage de 72 bêtes. Eh bien, on lui dit comment faire de la compensation de carbone. On a une ferme dans le 95, alors le Val d'Oise nous intéresse beaucoup. Ils travaillent sur la recomposition des haies qui ont été détruites par le démembrement dans les années 70. Et puis, on a un travail avec l'INRA. On a plusieurs travaux avec l'INRA. Par exemple, on a repris des pommiers et on va replanter des pommiers ou à Rungis, parce qu'il y a des champs à Rungis. Et donc, ça va permettre à notre Rungis Academy, qui est notre école qui fait les métiers de bouche, de la logistique et de l'agronomie, d'apprendre ce que c'est un pommier, des cultures anciennes, avec des pommes anciennes. Parce que le seul moyen de redonner envie aux Français de manger des produits français de qualité chère, c'est ce que fait Rungis depuis 15 ans.
c'est-à-dire de la qualité et de la diversité. C'est-à-dire que nous, quand on sort des produits, ce n'est pas des pommes toutes brillantes qu'on trouve ailleurs. Chez votre primeur, vous trouvez des pommes exceptionnelles. Et quand on trouve une bonne rainette, quand on trouve, je sais pas, enfin, des choses, d'une piclalie qui est très bien faite, on est heureux. Et donc, clairement, je pense qu'il y a moyen de travailler tout ça. Donc, nous, on est le maillon qui a été oublié, qui était le maillon manquant entre le consommateur et la production. Et donc, on essaye d'orienter tout ça, d'écouter le consommateur et dire à nos agriculteurs, et d'ailleurs je vous invite Thierry, on fait les 20 ans du carreau des producteurs d'Île-de-France mardi prochain, avec Guillaume Canet, clairement, ce qui compte, c'est d'écouter le consommateur. Et quand on écoute le consommateur, c'est qu'il est prêt à payer. Bien sûr, l'élasticité prix à la demande est très mauvaise. Là, avec la hausse des prix, comme le bio est 70%, enfin 1,7 plus cher que le produit conventionnel, c'est très compliqué. Simplement, je pense que quand même, la tendance à long terme, c'est quand même d'avoir plus d'organique, des produits de meilleure qualité, des produits plus différenciés. Et donc, sur tous les segments de clientèle, on va avoir des changements et il faut les accompagner. Et vous dites-vous, et ce sera la conclusion, qu'on a les moyens de faire de l'agriculture régénératrice, mais il faut que ça devienne opérationnel chez les agriculteurs, et notamment par la question des prix, et que ça, c'est compliqué. Il n'y a aucune limite. Moi, je suis une grande optimiste sur notre capacité à transformer l'essai dans nos champs. Et il faut qu'en fait, il y ait un investissement dans le scope 3 et dans l'amont agricole, et c'est tout à fait atteignable. Et on a un sujet aussi collectif, c'est de redonner envie. Moi, je travaille beaucoup sur les imaginaires, et on a un besoin sur les médias. Il n'y a aucune grande émission de télé sur ces métiers-là, et on a le plus grand salon, c'est 700 000 visiteurs, le salon de l'agriculture. Ça a été mon déclencheur. Vous m'avez demandé en première question pourquoi. J'ai effectivement accompagné le président sur le dernier salon que j'ai fait avec lui en 2019. C'est 700 000 visiteurs, 7 fois plus que Vivatech, et on ouvre sur le faible revenu et la crise agricole et les problématiques. Jamais Vivatech n'a fait ça, alors que pour tous ceux qui investissent dans des startups, c'est pas toujours un long fleuve tranquille non plus. Et donc on a une mission collective, et c'est ce que j'essaye de faire à ma juste mesure, c'est vraiment d'attirer. C'est un métier formidable, plein de sens, qui coche toutes les cases. Donc si vous avez des enfants, on a accueilli 2000 jeunes en 3 ans, n'hésitez pas à les faire venir chez Hectare, parce qu'on leur donnera envie d'aller vers ces formidables métiers. Merci infiniment.